En 1795, Joséphine, une veuve de 32 ans et mère de 2 enfants, rencontra Napoléon Bonaparte, un jeune général prometteur de 26 ans. Napoléon tomba très vite éperdument amoureux de Joséphine, et bien qu'elle fût moins enthousiaste à l'idée de cette union, elle voyait en lui un grand potentiel. En 1804, Joséphine fut couronnée impératrice des Français aux côtés de Napoléon, mais leur grand amour était compliqué et sera au centre du prochain film, Napoléon. Rejoignez-moi alors que nous explorons la véritable histoire de Joséphine Bonaparte. La femme plus connue sous le nom de Joséphine Bonaparte est née Marie-Joséphine Rose Tacher de la Pagerie le 23 juin 1763 sur l'île de la Martinique dans les Caraïbes. Elle était généralement appelée Rose par sa famille et ses amis pendant les 30 premières années de sa vie environ. Le nom Joséphine est celui que Napoléon Bonaparte lui donnera de nombreuses années plus tard, et qui était resté dans l'histoire depuis. Le grand-père de Joséphine était venu de France aux Caraïbes vers le milieu des années 1720 et avait fondé une famille ainsi que des plantations de sucre à une époque où la ruée vers le sucre battait encore son plein ici. Cependant, à l'époque où Joséphine étant née, les prix de la canne à sucre avaient considérablement chuté en Europe en raison de la surproduction. Pendant ce temps, les Tacher aspiraient à devenir de petits nobles en Martinique, mais ils étaient constamment au bord de difficultés financières. Malgré cela, Joséphine et ses jeunes sœurs, Catherine et Marie, furent envoyées recevoir une bonne éducation à l'école bénédictine, locale de Port-Royal. Au milieu des années 1770, le père de Joséphine élabora un plan pour sortir la famille Tacher de leur situation financière préoccupante. Sa sœur avait eu, quelques années plus tôt, une liaison extraconjugale avec un certain François de Boigne, issu d'une famille de Martinique de rang social inférieur à celui des Tacher, mais possédant une fortune considérable et récente. Quelque temps plus tard, la famille de Boigne retourna en France. Cependant, ils laissèrent derrière eux un fils nommé Alexandre en Martinique, afin qu'il soit élevé par la tante de Joséphine. Finalement, une proposition de mariage fut suggérée entre la sœur de Joséphine, Catherine, et Alexandre au milieu des années 1770, mais Catherine mourut prématurément. Suite à cela, l'arrangement fut modifié afin que Joséphine l'épouse, dans l'espoir que la dot issue du mariage transformerait la situation financière précaire des Tacher. En 1779, Joséphine embarqua pour la France avec son père et épousa Alexandre peu de temps après, en décembre, à Noisy-le-Grand, qui fait aujourd'hui partie de la banlieue parisienne. Joséphine arriva dans la métropole en tant que provinciale un peu fruste, sans les manières raffinées de ceux qui avaient grandi au sein de la haute société française. Elle était néanmoins d'une grande beauté en atteignant l'âge adulte, sa beauté n'étant ternie que par ses dents, prématurément abîmées à cause de l'abondance de sucre dans les Caraïbes. Faisant preuve de débrouillardise, elle apprit à sourire sans montrer ses dents. Le mariage de Joséphine avec Alexandre fut difficile. Bien qu'ils aient eu des enfants, un fils nommé Eugène, né en 1781, et une fille nommée Hortense qui arriva 1 an et demi plus tard. Alexandre était un mari violent, et à une occasion, en 1785, Joséphine l'a quitté et s'est réfugiée dans un couvent près de Paris, avant qu'Alexandre n'enlève leurs enfants. Finalement, ils ont trouvé un accord pour rester mariés tout en vivant séparément. Alexandre, un coureur de jupons notoire, a vécu par la suite avec plusieurs de ses maîtresses. Comme tant de millions de personnes à travers l'Europe, la vie de Joséphine a été transformée à long terme par les événements qui ont eu lieu en France en 1789. Cette année-là, la Révolution française a commencé lorsque le roi Louis XVI a convoqué les États généraux, ou Parlement français, pour la première fois depuis 175 ans. Il espérait obtenir rapidement une subvention financière des États pour soutenir l'économie française, qui était alors en crise, avant de dissoudre à nouveau les États. Cependant, lui et ses ministres ont rapidement perdu le contrôle de la situation lorsque les États se sont réunis à Versailles au début de l'été et en quelques semaines, le véritable gouvernement a été mis de côté alors que les parlementaires prenaient le contrôle du gouvernement français. Un temps, les révolutionnaires ont tenté d'instaurer une monarchie constitutionnelle, mais au début des années 1790, leurs méthodes sont devenues de plus en plus radicales.
Et finalement, le roi et la reine Marie-Antoinette furent jugés et exécutés, tandis qu'une république française fut proclamée en 1792. Au début, Joséphine et son mari ont bénéficié de la Révolution. Bien qu'ils fassent en partie de la petite noblesse qui était attaquée par les révolutionnaires, Alexandre était membre des États généraux en 1789 et s'est rangé du côté des radicaux au début des années 1790. Ses références politiques lui ont été très utiles. C'est-à-dire jusqu'en 1793, lorsque le Comité de salut public, une sorte de tribunal conçu pour éliminer l'activité contre-révolutionnaire en France, est arrivé au pouvoir sous Maximilien Robespierre. Alexandre fut bientôt soupçonné pour son rôle dans la défaite d'une armée française près de Mayence, dans l'ouest de l'Allemagne, durant la première année des guerres révolutionnaires françaises. Il fut arrêté et finalement exécuté. Malgré leurs différends passés, Joséphine fit appel au gouvernement pour que sa vie soit épargnée après son arrestation, mais elle fut récompensée en étant jetée elle-même en prison. Sa propre vie ne fut sauvée que parce qu'une réaction thermidorienne contre le gouvernement de Robespierre et le comité de salut public eut lieu avant qu'elle ne soit jugée. Ainsi, à la fin de 1794, elle avait survécu, mais son mari était mort et elle se retrouvait désormais sans sécurité financière ni protecteur, à une époque d'incertitude sociale et politique. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. L'année suivante, Joséphine eut de nombreuses liaisons avec des personnalités politiques et militaires influentes du gouvernement révolutionnaire. Notamment Paul Barras, un individu qui devint pendant un temps la personnalité politique la plus influente de la République au milieu des années 1790. Finalement, Barras tenta de se débarrasser de Joséphine, une femme tristement célèbre pour ses dépenses extravagantes et dont Barras craignait apparemment qu'elle ne le ruine avant longtemps. C'est peut-être lui qui recommanda Napoléon Bonaparte, un jeune général prometteur originaire de Corse, à Joséphine en 1795. Ils se sont rencontrés pour la première fois en novembre ou en décembre de cette année-là. Napoléon, qui avait 6 ans de moins qu'elle, tomba sous son charme et la demanda en mariage après seulement quelques semaines. Joséphine était moins enthousiaste à propos de cette union, mais elle accepta principalement pour des raisons politiques et financières, et ils se marièrent début mars 1796. Avec le temps, Joséphine finirait cependant par s'attacher à lui. 2 jours après le mariage des Bonaparte, Napoléon quitta Paris pour prendre son poste de commandant de l'armée d'Italie, où les Français étaient engagés dans un conflit de longue date avec les Savoyards et les Autrichiens dans le cadre des guerres révolutionnaires. Dès qu'il partit pour l'Italie, Joséphine entama une liaison avec un jeune officier de cavalerie français du nom d'Hippolyte Charles. Incroyable mais vrai, lorsqu'elle quitta Paris elle-même pour rejoindre Napoléon quelques mois plus tard dans le nord de l'Italie, elle emmena Charles avec elle en tant que membre de sa garde militaire. Il fallut 2 ans avant que Napoléon n'apprenne la liaison.
Lorsqu'il l'apprit, il venait de remporter une grande victoire dans le nord de l'Italie et se trouvait en Égypte avec une importante force expéditionnaire dans le but de conquérir le pays. C'est ici que les détails de la liaison de Joséphine furent révélés à Napoléon. Il entra dans une colère noire et décida qu'il allait la divorcer. Il prit également pour maîtresse l'épouse de l'un de ses officiers subalternes, la promenant ouvertement dans les rues du Caire, dans un effort pour démontrer qu'il n'avait pas été trompé par sa femme. Une telle accusation aurait pu ruiner sa carrière politique à l'époque, tant les questions sexuelles étaient sensibles. Pourtant, le mariage a tenu bon. Lorsque Napoléon abandonna sa campagne d'Égypte en 1799 et rentra en France, Joséphine le supplia de ne pas poursuivre ses projets de divorce. Il céda lorsque ses beaux enfants, Eugène et Hortense, pour qui Napoléon avait une véritable affection, plaidèrent en faveur de leur mère. Le mariage survécut, bien que Napoléon continuât à entretenir une série de maîtresses dans les années qui suivirent. Joséphine, quant à elle, ne serait plus jamais infidèle. Son affrontement avec Joséphine ne fut pas le seul événement majeur qui suivit peu après le retour de Napoléon d'Égypte en France. En quelques semaines, lui et ses partisans menèrent un coup d'État au cours duquel ils prirent le contrôle du gouvernement français en décembre 1799. Par la suite, la République ne survécut que de nom, car Napoléon mit en place un nouveau système de gouvernement, appelé le consulat, dans lequel 3 consuls devaient diriger la République. À l'imitation des triumvirats qui avaient précédé la fin de la République romaine à l'époque de l'un des idoles de Napoléon, Jules César. Il se proclama premier consul et fut dès lors le souverain absolu de la France. Joséphine devint alors la femme la plus puissante de France en tant qu'épouse du premier consul. Elle utilisa cette position à son avantage. Connue pour être dépensière, elle décora de nombreuses demeures somptueuses que Napoléon et elle acquéraient avec des camées, des fresques et des miroirs, tout en commandant à certains des plus grands artistes de l'époque de faire son portrait. Cependant, sa véritable passion était le jardinage. Et dans leur demeure de la banlieue parisienne à Malmaison, Joséphine rassembla l'un des plus impressionnants jardins de roses jamais créés, avec plus d'une centaine de variétés de roses. Grâce à nos contacts en Grande-Bretagne, nous recevions des espèces de cette fleur des jardins botaniques de Kew à Londres, même lorsque la France et la Grande-Bretagne étaient en guerre. Au cours de l'année 1804, des personnalités politiques à Paris réussirent à convaincre Napoléon qu'il devait sécuriser sa position en devenant le dirigeant de la France. Après quelques hésitations initiales, il accepta et, en décembre 1804, il fut couronné à la cathédrale Notre-Dame, au centre de Paris, comme empereur des Français. Joséphine fut couronnée à ses côtés comme impératrice des Français lors d'une cérémonie immortalisée par le grand peintre de la France révolutionnaire, Jacques-Louis David. Avec cela, Joséphine devint la femme la plus éminente d'Europe, alors que l'empire de Napoléon continuait de s'étendre avec la conquête de nouveaux territoires dans les années à venir, jusqu'en Pologne et dans les Balkans. Même au moment où elle fut couronnée impératrice, le mariage de Joséphine avec Napoléon entrait dans une période de crise. Cela n'était pas dû à ses infidélités répétées, que Joséphine faisait généralement de son mieux pour éviter de ressasser ou même d'en découvrir les détails. Au contraire, le problème concernait le fait que leur mariage n'avait pas donné d'enfant. C'était une question difficile pour un souverain d'un empire qui désirait un héritier mâle afin de perpétuer sa lignée un jour. Pourtant, Napoléon était convaincu qu'il était la cause de leur mariage stérile. Après tout, Joséphine avait eu 2 enfants de son précédent mariage, et donc Napoléon était convaincu qu'il était stérile puisqu'il n'avait jamais eu d'enfant. Ce qui changea la donne, ce fut lorsqu'une des maîtresses de Napoléon, Éléonore de la Plaine, donna naissance au premier enfant de Napoléon à la fin de 1806. Il comprit alors qu'il pouvait avoir des enfants, mais qu'il devrait divorcer de Joséphine et se remarier s'il voulait avoir un héritier légitime dans le cadre du mariage. Des années passèrent avant que Napoléon ne le fasse, malgré les pressions de sa famille qui ne s'était jamais attachée à son épouse. Finalement, en novembre 1809, il informa Joséphine de sa décision. C'était en partie inévitable depuis un moment, mais elle fut tout de même dévastée et pleura des jours entiers. Finalement, cependant, elle accepta la séparation avec des conditions convenues, selon lesquelles elle recevrait une grande pension, et se verrait accorder plusieurs maisons à Paris et dans ses environs,
y compris son jardin de roses, à Malmaison. Napoléon épousa ensuite l'archiduchesse Marie-Louise de la maison de Habsbourg d'Autriche quelques mois plus tard, qui devint la seconde impératrice des Français après Joséphine. Joséphine passa le reste de ses années à Malmaison et dans ses autres résidences. Napoléon continuait à lui rendre visite régulièrement lorsqu'il était à Paris, bien qu'elle l'ait rarement vu après son départ pour la Pologne à l'été 1812 pour lancer une invasion de l'Empire russe. Cela devint une campagne militaire désastreuse marquant le début de l'effondrement de son empire. Finalement, alors que les armées russes, autrichiennes et prussiennes entraient en France et se rapprochèrent de Paris au printemps 1814, il fut contraint d'abdiquer et fut envoyé en exil sur l'île italienne d'Elbe, dont il devint l'empereur. En France, Joséphine craignait pour l'avenir de ses enfants. Eugène avait servi comme général de division sous Napoléon en Italie pendant les années 1800 et Hortense avait épousé le frère de Napoléon, Louis, et était brièvement devenue reine de Hollande. En conséquence, des positions qui pourraient les compromettre avec la chute de leur beau-père. Elle a noué une amitié étroite avec le tsar Alexandre Ier de Russie pendant l'occupation alliée de la France, et il lui a assuré que ses enfants ne subiraient aucune punition lors du rétablissement de la monarchie des Bourbons en France. Par la suite, il est allégué que Joséphine a demandé à être autorisée à rejoindre Napoléon à l'île d'Elbe, bien qu'il ne soit pas clair si cela est vrai ou non. Quoi qu'il en soit, elle ne pourrait jamais le faire. Au début du mois de mai 1814, elle fut frappée par une pneumonie. Elle ne s'en remettrait jamais, et sa santé se détériora au cours des semaines suivantes. Joséphine est décédée le 29 mai à seulement 50 ans. Au début de 1815, Napoléon abandonna l'île d'Elbe et reprit brièvement le pouvoir en France avant d'être vaincu lors d'un nouvel affrontement avec les puissances européennes à la bataille de Waterloo, cet été-là. Il fut exilé sur l'île isolée de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud, l'un des endroits les plus reculés de la planète. Lorsqu'il mourut là-bas en 1821, on pense que ses derniers mots furent « France, l'armée, chef de l'armée, Joséphine ». La relation entre lui et Joséphine est au cœur du film biographique de Ridley Scott, Napoléon, avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Bonaparte et Vanessa Kirby dans celui de Joséphine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Joséphine Bonaparte, j'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous attendez le film avec impatience, et si au moment où vous regardez cette vidéo, le film est déjà sorti et que vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez plus de vidéos sur les épouses et les maîtresses de Napoléon, faites-le moi savoir également dans les commentaires ci-dessous, et de toute façon, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.